Nous vivions avec un seul salaire depuis 8 mois, et ce dernier entretien était mon moyen de m'en sortir. La nuit précédant mon vol, ma mère a appelé, ta sœur a besoin de toi pour garder les enfants. Mon père a envoyé un message, annule. La famille passe avant tout. J'ai regardé mon billet, j'ai éteint mon téléphone et j'ai marché vers la porte d'embarquement. Quand nous avons atterri, j'avais 57 appels en absence. Bonjour tout le monde, je m'appelle Claire Bennett. J'ai 34 ans. Mes parents m'ont dit d'annuler l'entretien final qui pouvait sortir mon mariage de 8 mois de panique lié à un seul revenu. De rester à la maison et de garder les enfants de ma sœur à la place. Alors, j'ai éteint mon téléphone et j'ai quand même embarqué dans l'avion. Et au moment où nous avons atterri, 57 appels en absence m'attendaient, comme la preuve que j'avais enfin choisi la bonne urgence. L'appel est arrivé à 9h14 la nuit précédant mon vol. J'étais à la table de notre cuisine avec mon itinéraire imprimé, mes notes d'entretien et une tasse de café froid, pendant que mon mari Noah repassait mon blazer dans l'autre pièce. C'était l'entretien final. 3e tour, Chicago, directrice régionale des opérations pour un groupe hôtelier assez grand pour changer toute notre année si je l'obtenais. Peut-être toute notre vie. Noah nous portait seul depuis 8 mois après que l'agence de marketing pour laquelle je travaillais a supprimé la moitié de son département. Nous survivions juste assez bien pour paraître normaux, tandis que chaque décision privée commençait à ressembler à des mathématiques. Les courses devenaient plus restreintes, les réparations étaient reportées, les soirées en amoureux se transformaient en promenades. Noah ne s'est jamais plaint, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Alors, quand cet entretien s'est présenté, cela ne ressemblait pas à une opportunité. Cela ressemblait à de l'oxygène. Puis ma mère a appelé. Pas envoyer un message, appeler. Ce qui, dans ma famille, signifiait généralement l'une de ces deux choses. Soit quelqu'un était mort, soit ma sœur Mélanie avait créé une crise et mes parents avaient déjà décidé que mon temps devait être consacré à la résoudre. J'ai répondu à la 2e sonnerie. Maman n'a pas dit bonjour. Ta sœur a besoin de toi demain. J'ai regardé l'itinéraire. Non. Il y a eu un petit silence, puis cette respiration qu'elle prend toujours quand elle veut transformer mon refus en preuve que je suis difficile. Claire, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Cela n'a pas d'importance. J'ai l'entretien final demain. Elle le sait. Bien sûr qu'elle le savait. Mélanie a toujours su exactement ce qu'elle me demandait de gâcher. Elle avait 3 enfants de moins de 10 ans et une capacité surnaturelle à transformer une mauvaise planification en obligation familiale. Les babysitters annulaient. L'école fermait tôt. Son mari était coincé. Un enfant avait de la fièvre ou un spectacle assez dramatique pour mobiliser 2 grands-parents et atterrir quand même sur mes genoux. Mes parents appelaient cela aider la famille. J'appelais cela du travail non rémunéré assorti de chantage affectif. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Evan a un dîner d'affaires et Mélanie n'a personne pour les enfants. J'ai vraiment ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais passé toute la semaine à me préparer pour l'entretien le plus important de ma vie d'adulte, et ma famille appelait parce que mon beau-frère avait un dîner et que ma sœur n'avait plus de femme de remplacement. Alors elle doit résoudre cela. La voix de maman est devenue plus tranchante. Ne parle pas comme ça. Comme quoi? Comme si j'étais une personne avec une vie. C'est à ce moment-là qu'elle a changé de tactique. Plus douce, plus triste, la voix de martyr. Ta sœur est débordée. Voilà. Le sortilège familial. À 12 ans, elle était débordée par les devoirs, alors je faisais la vaisselle seule. À 16 ans, elle était débordée par l'organisation du bal de fin d'année, alors je traversais la ville en voiture pour récupérer sa robe retouchée. À 28 ans, elle était débordée par la maternité. Alors, je passais mes samedis dans son salon pendant qu'elle sortait juste pour 1 heure et revenait après la nuit tombée. J'ai regardé à nouveau le billet d'avion. Puis, Noah est entré dans la cuisine, a vu mon visage et a cessé de bouger. Il a articulé sans son, qui? J'ai articulé en retour, maman. Il a fermé les yeux car il savait déjà. Maman parlait encore. La famille passe avant tout, Claire. Non, ai-je dit doucement. C'est ce que tu dis quand tu as besoin de quelque chose de moi. Elle est restée silencieuse, puis a dit, je vois. Ton père va t'appeler. Elle a raccroché avant que je puisse répondre.
30 secondes plus tard, son message est arrivé. Annule. Ta sœur a besoin de toi. La famille passe avant tout. J'ai fixé l'écran si longtemps que Noah a fini par traverser la pièce, a posé le fer à repasser et a demandé « Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois ?» Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu le message une fois, puis m'a regardé et a dit très calmement « Tu vas monter dans cet avion. » Noah n'a pas élevé la voix. C'est ce qui a fait mouche. Il a posé mon téléphone sur la table, a tiré la chaise en face de moi et a dit « Claire, si tu annules ce vol, ils se souviendront d'une chose. » Je le sais déjà. Pas qu'ils en ont trop demandé, ai-je dit. Il a hoché la tête. Ils se souviendront que cela a fonctionné. C'était toute ma famille résumée en une phrase. Peu importait si c'était juste, peu importait si c'était possible, seulement si la pression obtenait le résultat qu'il voulait. Je me suis adossé à la chaise de la cuisine et j'ai regardé le billet à nouveau. Départ à 6h20 du matin, entretien final à 2h, retour le lendemain si tout allait bien. Nous avions passé la dernière semaine à nous préparer comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Noah avait imprimé mon curriculum vitae sur un papier de meilleure qualité. J'avais pratiqué des questions d'études de cas sous la douche. Nous avions emprunté le plus beau bagage à main de son cousin car le mien avait encore une fermeture éclair cassée à la suite d'un voyage que je n'aurais jamais dû faire pour garder les enfants de Mélanie, quand elle avait désespérément besoin de juste un week-end. C'était 2 ans plus tôt. Un week-end s'était transformé en 5 jours. Elle et Evan étaient allés dans un complexe hôtelier. Mes parents avaient appelé cela un malentendu. Les familles comme la mienne survivent grâce aux malentendus. Elles les empilent si haut que l'on cesse d'appeler la structure par son vrai nom. Noah a tendu le bras à travers la table et a posé sa main sur la mienne. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il demandé. Pas ce qui était intelligent, pas ce qui était juste, ce que je voulais. Cette question m'a presque défaite, car ma famille ne la posait jamais, à moins que la réponse ne corresponde à leur plan. « Je veux y aller, ai-je dit. »« Alors vas-y. » Je l'ai regardé. Ils vont perdre la tête. Il a haussé très légèrement les épaules. Ils avaient déjà prévu de le faire. C'était vrai, aussi. La punition avait été décidée au moment où j'avais dit non. Que je reste ou que je parte, j'allais payer. Partir signifiait simplement payer pour quelque chose qui comptait. Mon père a appelé 3 fois après cela. Je n'ai pas répondu. Mélanie a envoyé un message ensuite. Sérieusement ? Tu choisis un stupide entretien au lieu de tes nièces et de ton neveu. J'ai fixé le message jusqu'à ce que la colère brûle le doute en moi. Je ne choisissais pas un entretien au lieu des enfants. Je choisissais ma vie au lieu d'un système. Grosse différence. J'ai répondu, j'ai un vol demain matin. Tu le savais. Sa réponse est arrivée immédiatement. Waouh. C'était tout. Juste waouh. Parce que dans ma famille, les femmes comme ma sœur n'avaient jamais besoin de présenter des arguments complets. Elles devaient seulement faire les blessés assez longtemps pour que mes parents montent un dossier autour d'elles. À 11h40, maman a envoyé un dernier message. Si tu montes dans cet avion, ne t'attends pas à ce que nous nettoyions les dégâts. Je l'ai montré à Noah. Il a pris mon téléphone, l'a retourné face contre table et a dit, bien. Laisse-les enfin définir les dégâts correctement. J'ai à peine dormi. Pas à cause de l'entretien, mais à cause de la vieille culpabilité. L'espèce entraînée. L'espèce qui ne demande pas si vous avez tort. Elle plane juste au-dessus de toute décision où vous vous faites passer en premier et murmure que quelqu'un, quelque part, va souffrir de manière assez théâtrale pour faire paraître votre limite cruelle. À 4h30, j'étais habillé, la fermeture éclair de mon blazer bleu marine fermé et debout dans la cuisine avec un grand gobelet de voyage pendant que Noah chargeait ma valise dans la voiture. Mon téléphone s'est rallumé alors que nous sortions de l'allée. Papa, puis maman, puis Mélanie. Je l'ai éteint complètement avant que nous atteignions l'autoroute. Pas en mode silencieux. Éteint. Cela m'a semblé plus important que d'embarquer dans l'avion. Honnêtement, l'aéroport était à moitié rempli de voyageurs d'affaires, à moitié de familles endormies, de valises à roulettes, de mauvais cafés, d'annonces au micro que personne n'écoutait vraiment. Et j'étais là, à la sécurité, essayant d'agir comme si mon cœur ne battait pas la chamade pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'entretien. À la porte d'embarquement, Noah m'a serré fort dans ses bras et a dit « Tu ne fais rien de mal.
J'ai hoché la tête contre son épaule. Puis il a ajouté, et s'ils font exploser ton téléphone toute la journée, laisse-les faire. Un incendie n'est pas toujours une urgence. Parfois, c'est juste le bruit du contrôle qui ne fonctionne plus. J'ai vraiment souri à cela. Puis j'ai embarqué. Le vol ne durait que 2 heures, mais j'ai eu l'impression de traverser une frontière que j'aurais dû franchir des années plus tôt. Personne ne demandait où j'étais. Personne ne me donnait des collations pour les enfants de Mélanie. Personne ne m'appelait la personne fiable comme si c'était un compliment au lieu d'un piège. J'ai passé le vol à revoir mes notes, à peaufiner mes arguments de discussion et à essayer de ne pas imaginer la conversation de groupe de la famille se déliter en mon absence. Quand nous avons atterri, les portes de la cabine se sont ouvertes, les téléphones ont repris vie autour de moi, et le mien s'est allumé si vite qu'il semblait presque cassé. Les messages vocaux se sont empilés comme une inondation. Des messages, des appels en absence. 57 appels en absence. Je me suis arrêté dans la passerelle et j'ai juste regardé. Maman 21 fois, papa 14, Mélanie 11. Puis quelques-uns de ma tante Lisa, et un de mon beau-frère Evan, ce qui signifiait que l'histoire s'était déjà répandue. Le premier message en haut était de papa. Appelle maintenant. Ta sœur a dû laisser les enfants avec des étrangers. Mon estomac s'est noué. Pas parce que je croyais à la formulation, mais parce que j'ai su instantanément que c'était écrit pour un maximum de culpabilité, pas pour un maximum de vérité. Ensuite, j'ai ouvert le premier message vocal de ma mère. Elle pleurait. Pas de petits pleurs, des pleurs de comédie. Claire, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mélanie n'a pas eu le choix. Elle a dû laisser les enfants à la voisine. Et Lily est terrifiée et demande pourquoi tante Claire ne les aime plus. Appelle-moi tout de suite avant de rendre cela encore plus laid. J'ai fermé les yeux. Voilà. La vraie stratégie. Pas le fait que nous ayons besoin d'aide. La punition par le biais des enfants. Puis un nouveau message est arrivé pendant que j'étais encore planté là, la poignée de ma valise dans la main. De Mélanie. Si je rate le dîner d'Evan à cause de toi, ne me demande plus jamais rien. Et juste en dessous, avant même que je puisse respirer, un autre message est apparu d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour Claire, c'est Dana du recrutement du groupe Alperne. Monsieur Lawson a hâte de vous rencontrer à 2 heures. De plus, quelqu'un a appelé le bureau ce matin en affirmant que vous aviez une urgence familiale et que vous pourriez ne pas venir. Veuillez confirmer que vous venez toujours. J'ai rappelé Dana depuis un siège près de la zone de retrait des bagages. Bonjour, c'est Claire Bennett. Je viens toujours. Son soulagement a été immédiat. Bien. Je suis heureuse que vous ayez répondu. Juste pour votre information, la personne qui a appelé était insistante. Elle a dit qu'il y avait une situation familiale grave et a sous-entendu que vous pourriez n'être en aucun état de passer l'entretien. J'ai regardé les appels en absence sur mon écran. Ma famille crée beaucoup de situations graves à la seconde où ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Il y a eu une minuscule pause. Puis elle a dit prudemment, Monsieur Lawson veut toujours vous rencontrer. Bien. J'ai pris un véhicule de covoiturage vers le centre-ville, je me suis changé dans les toilettes de l'hôtel en face de leur bureau, j'ai refait mon maquillage avec des mains qui n'ont tremblé qu'une seule fois. Et je suis entré dans le siège du groupe Alperne au numéro 148 avec mon portfolio sous un bras et 57 appels en absence qui me brûlaient encore le téléphone. Le bâtiment était tout en verre, en acier brossé et en retenue coûteuse. Un hall calme, une réceptionniste élégante, le genre d'endroit où la panique doit s'habiller correctement avant d'être admise à l'étage. Dana m'a accueilli à la réception. Elle était plus jeune que je ne le pensais. Vive, dans une robe bleu marine soignée, avec le visage d'une femme qui avait déjà sauvé la mauvaise planification de 6 autres personnes avant le déjeuner. Vous voulez toujours du café, a-t-elle demandé. Non. Bonne réponse. Cela m'a fait l'apprécier immédiatement. Elle m'a emmené à l'étage 12 et m'a fait entrer dans une salle de conférence avec 2 fenêtres, une carafe d'eau et 3 personnes déjà assises. Monsieur Lawson au milieu, cheveux gris, manches retroussées, le genre d'homme qui semblait n'avoir jamais confondu le bruit avec le leadership. À côté de lui était assis un directeur financier régional et un vice-président des opérations avec un bloc-notes jaune rempli de notes manuscrites. Lawson s'est levé quand je suis entré. Claire, a-t-il dit en me serrant la main. Je suis heureux que vous ayez pu venir. J'ai soutenu son regard.
Moi aussi. Il m'a fait signe de m'asseoir. Puis, avant toute autre chose, il a dit, « Je veux reconnaître l'appel inhabituel que notre bureau a reçu ce matin. » C'était là. Pas de faux-semblants, pas de danse. J'ai pris une grande inspiration. Ma famille ne voulait pas que je prenne ce vol. Le stylo du directeur financier s'est arrêté de bouger. Lawson s'est légèrement adossé. À cause de l'entretien? À cause de ce que l'entretien représente? Il n'a rien dit, alors j'ai continué. Ils avaient besoin d'une garde d'enfants gratuite. J'ai dit non. Mes parents ont l'habitude que la pression fonctionne plus vite que le respect. Cela aurait pu mal tourner. Cela aurait pu sembler désordonné, personnel, émotionnel de la mauvaise manière. Au lieu de cela, Lawson a hoché la tête une fois et a dit, « Très bien, alors parlons de la façon dont vous gérez la pression quand elle ne parvient pas à choisir vos priorités. » C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais encore une chance. L'entretien a été difficile exactement de la bonne manière. Pas des questions pièges, des vraies. Une crise des coûts de main-d'œuvre dans une propriété à fort volume. Un directeur général sous-performant avec de bons scores clients et des contrôles faibles. Un problème de fidélisation du personnel pendant une expansion. Un propriétaire qui voulait une apparence de luxe avec des chiffres de milieu de gamme. J'ai répondu à tout cela calmement, clairement. Pas parce que j'étais surhumaine. Parce que 8 mois à survivre avec un seul revenu pendant que ma famille continuait à traiter mon temps comme une ressource publique avait brûlé tout le langage décoratif en moi. Je n'avais plus d'énergie pour une fausse brillance, seulement pour une vérité utile. À un moment donné, Lawson a demandé, « Parlez-moi de la réinitialisation opérationnelle la plus difficile que vous ayez gérée. » Et sans l'avoir prévu, j'ai dit, « Tout système construit sur une seule personne qui absorbe silencieusement trop de choses finit par s'effondrer. » L'astuce est de s'en rendre compte avant que tout le monde ne confonde dépendance et normalité. Personne n'a parlé pendant une seconde après cela. Puis le vice-président des opérations a noté quelque chose. Nous avons fait une pause à 3.10. Je suis sorti dans le couloir, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai découvert que la famille était passée de l'indignation à l'effondrement. Maman, 6 messages vocaux de plus. Papa, 4 messages. Mélanie, 14 messages. Numéro inconnu, 2 appels en absence. Le numéro inconnu était celui de ma voisine à la maison, Madame Dorsey. J'ai écouté celui-là en premier. Claire, ma chérie, c'est Hélène, la voisine de ta sœur. Je ne sais pas ce que c'est que tout ça, mais ta mère m'a déposé les enfants pour 1 heure et cela fait 4 heures. Ta nièce pleure. Le petit a vomi. Et ton père vient de partir en colère en voiture. Appelle quelqu'un. J'ai fixé le mur. Puis j'ai ri une fois à voix basse. Pas parce que des enfants qui vomissent chez une voisine c'était drôle. Parce que la voilà, toute la vérité. Ils n'avaient pas eu besoin de moi parce que personne d'autre ne pouvait t'aider. Ils avaient eu besoin de moi parce que tous les autres membres de la famille avaient finalement été forcés de le faire une fois et avaient immédiatement commencé à s'effondrer. Puis mon téléphone a vibré avec un nouveau message de mon père. Si tu ne règles pas ça aujourd'hui, ne te donne plus la peine d'appeler cette famille la tienne. Je l'ai regardé, je n'ai rien supprimé, j'ai tout sauvegardé. Puis Dana est apparue au bout du couloir et a dit, « Monsieur Lawson voudrait 30 minutes de plus. » Il a annulé sa réunion suivante. La seconde moitié de l'entretien ne ressemblait plus à un entretien. Cela ressemblait à un test pour savoir si je pouvais rester lucide alors que le chaos essayait de s'infiltrer à travers les murs. Monsieur Lawson a fermé le dossier de mon curriculum vitae, a croisé les mains et a dit, « Supposons que vous obteniez ce poste. Vous superviserez des propriétés dans 3 États, un personnel avec ses conflits internes dont vous hériterez, des directeurs sous-performants, des propriétaires aux attentes irréalistes, et au moins une urgence par semaine qui arrivera avec l'étiquette urgente. Mais qui sera en réalité juste bruyante. Comment décidez-vous ce qui mérite votre attention en premier ? » Je n'ai pas répondu immédiatement car je connaissais maintenant la réponse honnête, pas la version polie. La vraie urgence, ai-je dit, est généralement la chose que personne ne veut nommer clairement parce que trop de gens profitent de la confusion. Le directeur financier a levé les yeux. Lawson a dit, « Continuez. » Je l'ai fait. Les gens qualifient quelque chose d'urgent quand ils veulent de la rapidité sans responsabilité. Je commence par ce qui ne cesse de se répéter, ce qu'une seule personne a absorbé, ce qui s'effondre à la seconde où cette personne s'éloigne.
cela vous indique où le système ment. Personne ne m'a interrompu, alors j'ai continué. Si une entreprise ne fonctionne que parce qu'un directeur répare tout à minuit, c'est cela l'urgence. Si une famille ne fonctionne que parce qu'une fille annule sa vie chaque fois que quelqu'un panique, c'est aussi cela l'urgence. Voilà. Pas une confession complète, mais suffisante. Les yeux de Lawson ne se sont pas adoucis. J'ai apprécié cela. Les hommes occupant des postes de direction qui deviennent sentimentaux trop tôt confondent généralement l'empathie avec le jugement. Il a simplement hoché la tête une fois et a dit, « C'est la meilleure réponse que j'ai entendue de tout le mois. » Je voulais m'accrocher à cette phrase. Au lieu de cela, je me suis concentré pour respirer normalement. Les 30 dernières minutes sont passées vite. Grille de rémunération, exigence de déplacement, calendrier de déménagement, si Noah serait ouvert à un déménagement si on en arrivait là. J'ai répondu à tout proprement, car une fois que la vérité vous a déjà coûté votre famille pour une journée, une conversation sur le salaire cesse d'être intimidante. À 4.02, Lawson s'est levé. Claire, a-t-il dit. Je ne fais pas d'offre sous l'effet de l'adrénaline, mais je sais quand j'ai rencontré la bonne personne. Dana vous contactera d'ici demain matin. Demain matin. Pas vague. Pas nous reviendrons vers vous. Demain matin. Je les ai remerciés, je leur ai serré la main et je suis sorti avec mon sac sur une épaule et mon téléphone qui soudain me semblait plus lourd que tout ce qu'il contenait. La première chose que j'ai vue quand je l'ai rallumé a été une photo de ma mère. Pas des enfants, du salon de ma sœur. L'un des garçons endormi de travers sur le canapé dans ses vêtements d'hier. L'un pleurant dans le coin. Du jus renversé sur le tapis. Une lampe penchée de travers. Le genre de photo conçue pour faire voyager la culpabilité féminine plus vite que le contexte. En dessous, ma mère avait écrit « C'est ce que ton égoïsme a causé ». J'ai fixé l'écran si longtemps que Dana a touché mon bras légèrement et m'a demandé si j'allais bien. J'ai levé les yeux. Puis j'ai ri. Pas parce que j'allais bien, mais parce que ce message me disait tout. Je n'avais pas causé le désordre. J'avais juste refusé la mission. Grosse différence. Au moment où je suis retourné à l'hôtel de l'aéroport, l'histoire s'était élargie. Tante Lisa m'avait envoyé un message disant que Mélanie avait laissé les enfants à Madame Dorsey pour une courte fenêtre de dîner, puis s'était retrouvée coincée parce qu'Evan continuait de boire et que papa était parti en colère au volant après une dispute. Claire, ma belle-sœur, avait apparemment pleuré dans l'allée parce qu'elle n'avait jamais accepté tout cela. Marc, mon beau-frère, était rentré chez lui. Ma mère essayait maintenant de présenter toute l'affaire comme un effondrement d'emploi du temps imprévisible que personne n'aurait pu prévoir, sauf que j'aurais pu le faire, car je le prévoyais depuis des années. C'était là tout le problème. Les systèmes familiaux construits sur la disponibilité infinie d'une seule femme semblent stables jusqu'à ce qu'elle disparaisse pendant 12 heures. Puis soudain, tout le monde découvre ce qu'elle soutenait. À 6.30, Noah a appelé. Sa voix seule a détendu tout mon corps. Comment ça s'est passé? Je me suis assise sur le bord du lit d'hôtel, toujours avec mes chaussures, et j'ai dit, je crois que je viens peut-être de parler pour obtenir une nouvelle vie. Il est resté silencieux pendant une demi-seconde. Puis, bien, parce que ta famille a absolument mis le feu à l'ancienne. Je lui ai tout raconté. Lawson. La deuxième série de questions. La photo de maman, Madame Dorsey, la menace de papa, la crise de Mélanie, l'appel au bureau ce matin-là. Noah a écouté comme le font les hommes de bien, sans vous arracher l'histoire et faire de leur colère l'événement principal. Puis il a dit, Claire, est-ce que tu comprends ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai regardé le papier peint de l'hôtel car, parfois, une surface vide et de la vérité à arriver plus vite. Il ne pouvait pas fonctionner sans moi. Oui, a-t-il dit. Et plus important encore, ils ont enfin dû se regarder essayer. Cela m'est resté. Pas parce que c'était profond, mais parce que c'était exact. Ma famille avait toujours traité mon travail comme la météo en arrière-plan, assez constant pour ne pas en parler, assez nécessaire pour le supposer. Mais au moment où je n'ai pas annulé mon vol, toute la machine a toussé en public. Des enfants laissés chez des voisins trop longtemps. Des horaires explosés. Des tempéraments exposés. D'autres femmes entraînées là-dedans. Mon père sortant en trombe. Ma mère pleurant. Mélanie s'effondrant. Il m'avait toujours qualifié de dramatique.
Maintenant, la représentation était la leur. À 9.14, juste au moment où j'allais prendre une douche, mon père a envoyé un dernier message. Si tu acceptes ce travail, ne t'attends pas à ce que nous fassions semblant que tu n'as pas choisi la carrière plutôt que le sang. Je l'ai lu une fois. Puis j'ai répondu avec la première phrase complètement honnête que je lui avais jamais envoyée. Non, j'ai choisi ma vie plutôt que votre confort. Il n'a pas répondu. Pour la première fois de ma vie, moi non plus. J'ai reçu l'offre à 8.07 le lendemain matin. Pas un courrier électronique, un appel. J'étais debout dans la salle de bain de l'hôtel avec une boucle d'oreille mise et mes cheveux à moitié secs quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Dana. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Claire, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Si vous êtes toujours intéressé, Monsieur Lawson aimerait vous offrir formellement le poste de directrice régionale des opérations. Pendant une seconde, je suis resté là à tenir le téléphone et à me regarder dans le miroir comme si la femme de l'autre côté de celui-ci pouvait savoir quoi faire plus vite que moi. Puis j'ai dit, oui. Pas de façon dramatique, pas en larmes, juste oui. Parce que certaines réponses méritent d'arriver proprement. Dana a passé en revue les chiffres, le salaire, la structure des primes, l'aide au déménagement si nécessaire, la date de début, les avantages sociaux. Puis elle a dit une petite chose qui m'a presque touché plus fort que l'offre elle-même. Pour ce que ça vaut, Monsieur Lawson a dit que votre réponse sur les systèmes construits sur une seule personne absorbant silencieusement trop de choses a fait redresser toute la salle. J'ai ri doucement. Bien, ai-je dit. Il m'a fallu assez de temps pour l'apprendre. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai appelé Noah en premier. Il a décroché immédiatement. Eh bien, j'ai regardé par la fenêtre le matin gris de Chicago et je me suis permis de sourire complètement pour la première fois depuis des mois. Je l'ai eu. Il a émis ce son. Pas un cri, pas un rire. Quelque chose de mieux. Du soulagement avec de la joie en dessous. Le genre de son que les gens font quand l'espoir leur coûte plus qu'ils ne l'admettent. Puis il a dit, je suis tellement fier de toi. Cela m'a presque défaite plus que l'offre elle-même. Pas parce que je doutais de lui, mais parce que ma famille avait passé tellement d'années à transformer mon utilité en obligation, qu'entendre quelqu'un être fier de moi pour m'être choisi semblait encore assez nouveau pour faire un peu mal. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Maman, bien sûr. J'ai laissé sonner une fois, deux fois, puis j'ai répondu. Elle pleurait avant que je dise bonjour. De vrais pleurs cette fois, je crois. Pas parce qu'elle avait soudainement découvert ma douleur, mais parce que tout le système familial avait commencé à s'effondrer de petites manières domestiques et laides. Et maintenant mon absence avait de la texture. Claire, a-t-elle dit, ta sœur est une épave. J'ai regardé le tapis de l'hôtel et j'ai fermé les yeux. Pas de félicitations. Pas de comment ça s'est passé. Pas même de est-ce que tu vas bien. Directement à Mélanie. J'ai eu le poste, ai-je dit. Un silence, puis faiblement. C'est merveilleux. C'était le genre de phrase que les gens offrent quand ils savent qu'ils ont raté le moment où ils étaient censés le penser. J'ai attendu. Elle est de toute façon revenue au vrai sujet. Ta sœur et Evan ont passé une nuit terrible. Les enfants étaient bouleversés. Madame Dorsey est offensée. Ton père et Evan se sont disputés. Les choses ont juste dégénéré. Oui, ai-je pensé. C'est ce qui arrive quand plus personne ne peut tranquillement me confier tout le problème. Maman, ai-je dit. Sais-tu ce qui est intéressant? Elle a reniflé. Quoi? Personne dans cette famille ne s'est effondré parce que je suis monté dans un avion. Ils se sont effondrés parce que, pour la première fois, tout le monde a dû gérer la vie qu'ils n'arrêtaient pas de qualifier de gérable. Cela l'a fait taire. Puis elle a essayé une dernière version du même vieux tour. Nous avions besoin de toi. Non, ai-je dit doucement. Vous aviez besoin d'avoir accès à moi. J'ai laissé cela s'installer. Puis j'ai dit la chose que j'aurais dû dire des années plus tôt. Si Mélanie avait besoin d'une garde d'enfant, elle aurait dû demander avant mon vol, respecter mon nom et résoudre sa propre urgence. Ce dont elle avait réellement besoin, c'était de l'ancien arrangement où mes plans pouvaient être déplacés comme des meubles. Ma mère a pleuré plus fort à cela. Bien. Pas parce que je voulais la punir, mais parce que, pour une fois, je n'étais pas la seule à être mise mal à l'aise par la vérité.
Mon père a envoyé un message pendant que j'étais encore au téléphone. Alors c'est ça. Tu obtiens un titre fantaisiste et tu oublies qui était là en premier. J'ai vraiment ri parce que s'il y a une chose que les hommes comme mon père aiment, c'est agir comme si la chronologie équivalait à un sacrifice. Comme si le fait d'avoir été là en premier signifiait que l'on pouvait continuer à prendre. J'ai dit à ma mère, j'ai besoin que tu entendes cela clairement. Je prends le poste. Je ne m'excuse pas et je n'annulerai plus jamais quelque chose qui compte pour moi parce que Mélanie a attendu trop longtemps pour résoudre sa propre vie. Elle a chuchoté, tu es dur. Non, ai-je dit. Je coûte cher. C'était la différence maintenant. Mon temps avait de nouveau un coût. Mes plans avaient de nouveau du poids. Ma vie n'était plus la salle de débordement de la famille. J'ai raccroché avant qu'elle ne commence à pleurer en rond. Les retombées ont pris environ un mois pour prendre leur vraie forme. Mélanie a envoyé 29 messages sur 9 jours. La plupart parlaient de stress, de loyauté et de quel genre de tante abandonne des enfants. Je n'ai répondu à aucun de ceux-là. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Quand elle a finalement écrit, je suppose que je pensais que tu serais toujours là. J'ai répondu, c'était bien le problème. Après cela, le silence. Mon père a arrêté d'envoyer des messages quand il a réalisé que les menaces semblaient seulement pathétiques à côté d'une lettre d'offre. Ma mère a continué d'essayer. De petits messages, la météo, des recettes, une photo des enfants en train de colorier, de petites miettes de pain domestique destinées à me ramener sur l'ancien chemin sans jamais nommer ce qui s'y était passé. Je les ai ignorés pour la plupart, pas cruellement, mais soigneusement. Parce que la distance n'est pas la même chose que la colère. Parfois, c'est juste le premier mur que votre vie ait jamais eu. Et Noah, il m'a emmené manger des tacos bon marché la nuit où je suis rentré, a levé son gobelet en plastique et a dit, à l'embarquement dans cet avion. J'ai tellement ri que j'en ai presque pleuré, car c'était ça. Pas le salaire, pas le titre, pas même les appels en absence. Juste le fait que j'avais finalement marché vers la porte d'embarquement au lieu de retourner vers le berceau, les briques de jus, le transfert à la voisine, la panique familiale, l'ancien siège avec mon nom déjà assigné. Les gens demandent si obtenir ce travail a donné l'impression de gagner un peu. Mais la vraie victoire a eu lieu plus tôt, à la porte d'embarquement, quand j'ai éteint mon téléphone. C'était le premier moment où l'avenir sonnait plus fort que la culpabilité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-le moi dans les commentaires. Auriez-vous embarqué dans cet avion, vous aussi? Ou seriez-vous resté pour aider votre sœur une fois de plus? Et après avoir vu toute votre famille s'effondrer à la seconde où vous vous êtes choisi, retourneriez-vous un jour à être leur solution automatique? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'être ici et à la prochaine.